Alors, nous allons céder la parole à Barbara Hou, qui a énormément travaillé cette nuit pour nous présenter son intervention sur la self-psychologie. À toi, Ok, Barbara. oui, bien, merci. Alors, une intervention que j'ai intitulée, enfin aujourd'hui je changerai le titre, hein, mais j'avais intitulé initialement la self-psychologie contre-attaque, je pense à l'ego-psychologie. Je pense que dans la publication, je lui donnerai certainement un autre nom parce que on va voir. Il y a des points d'opposition, en tous les cas, dans la self-psychologie avec l'ego-psychologie, mais il y a aussi des points d'accord. Bon, alors, qui suis-je, hein? C'est une question qui semble un peu simple comme ça en apparence et on pourrait répondre, enfin je pourrais répondre avec conviction, voilà, je suis une femme, je suis enseignant-chercheur, je suis participante d'un séminaire, je suis psychologue, brune, etc. Enfin bref. Mais est-ce que c'est bien cela dont il s'agit? Donc la conviction parfois qu'on peut mettre et qu'on peut apporter à ces réponses, elle peut vite devenir hésitante et se décrire, enfin dire qui l'on est, enfin voilà, c'est pas aussi évident que cela. Alors, pour reprendre un petit peu ce que Thierry avait raconté, je ne vais pas spécifiquement parler de Kernberg. Alors, je vais d'abord faire une petite introduction sur la philo, et ce que c'est que le soi à travers les différents courants philosophiques, comment ça a été un petit peu interrogé. Je parlerai d'Hartmann, donc qui est le fondateur de l'ego-psychologie, rappeler un certain nombre de ses principes. Je ne parlerai pas de Winnicott. Le soi, le self, hein, tel que Winnicott l'a conçu, c'est vraiment une autre définition encore que celle que Cohut propose. Et ensuite, donc, j'aborderai la self-psychologie chez Cohut. Bon, la notion d'état limite, hein, comme telle, je rebondis juste un petit peu là-dessus par rapport à ce que Thierry a raconté. Elle n'a pas été fondée en tous les cas par Cohut, même si la question du narcissisme est aussi au centre dans la notion d'état limite. Mais Cohut n'emploie pas ce terme. Voilà. Alors effectivement, Kernberg, bon, je reviens juste là-dessus, hein, parce que Kernberg, puisque tu me l'as demandé, Thierry, voilà, de présenter la différence. Mais Kernberg, il ne parle pas d'état limite, hein, il parle d'organisation limite, c'est-à-dire que pour lui, il y a vraiment une structure spécifique à l'organisation limite. Ce qui n'est pas le cas chez Bergeret. Voilà, donc il en fait vraiment une structure spécifique aux côtés de la névrose et de la psychose. Alors que Bergeret, lui, donc il s'inspire de Kernberg, hein, mais il va faire sa propre petite cuisine. La notion d'état limite, c'est une organisation, mais qui est astructurée. Voilà. Et qui peut, selon que le sujet soit, alors s'il fait un travail psy ou s'il rencontre, alors Bergeret parle de traumatisme des organisateurs ultérieurs, enfin voilà, eh bien le sujet peut soit ensuite développer une structure névrotique ou une structure psychotique. Hein. Mais donc il y a des possibilités de glissement comme ça, ce qui n'est pas envisageable en tous les cas pour Kernberg. Hein. Voilà, mais bon, je ne vais pas parler de l'état limite. Hein. Cohut ne parle pas d'état limite, il parle de personnalité narcissique. Voilà. Bon, donc je vais causer un petit peu du soi et des origines, des fondements. Enfin, en tous les cas, Cohut se dit inspiré, hein, par la phénoménologie dans sa définition du soi. Donc j'ai repris, alors j'ai fait un tour, je m'appesantis un petit peu toujours du côté de la philo, mais
c'est pas inintéressant. Alors, je ne vais pas raconter tout ce que j'ai raconté dans le document. Vous pourrez retrouver le texte, voilà, pour des choses peut-être un petit peu plus dépliées. Donc, j'ai abordé à la fois les choses du côté de la notion de la conscience et aussi du côté de l'être. Voilà. Donc, la question de la conscience va apparaître très tôt, hein, dès l'Antiquité, ça va être soulevé. Et on retrouve l'usage du terme chez Cicéron et Sénèque, hein, donc ça arrive très tôt. Et c'est essentiellement, donc ils emploient le terme de conscientia, hein, mais ça désigne surtout une évaluation qui condamne ou approuve nos actions. Donc, enfin, aujourd'hui, hein, ce qu'on appellerait, voilà, ce qu'on attribuerait un petit peu au surmoi, voilà. Donc, c'est essentiellement une conscience morale, hein. Et c'est comme ça qu'on va la retrouver chez Aristote, chez Saint-Augustin, enfin, et d'autres philosophes. Il faudra attendre Kant, hein, pour désigner une... Alors, je vais très vite, hein, dans l'histoire parce que je n'ai pas le temps de tout déplier. Mais il faudra attendre Kant pour désigner une conscience, par conscience en tous les cas, une autonomie et une volonté humaine, voilà, qui va fonder la dignité. Hein. Et puis ensuite, chez les philosophes très classiques, hein, on va observer une dévaluation de la conscience comme référée à la religion. C'est Hobbes notamment qui va beaucoup critiquer cet aspect. Donc là, il oppose à la fois la conscience, enfin, dans son acceptation, on va dire, théologique, voilà, et qui se serait égarée selon lui, et il va placer un petit peu au-dessus la loi de l'État, hein, qui vaut comme conscience morale et collective. C'est Spinoza ensuite qui va aller encore plus loin dans la dévalorisation de la conscience, puisque pour lui, elle n'est qu'illusion. Voilà. Donc elle nous fait croire que nous agissons librement alors que nous sommes dans l'ignorance même de ce qui nous pousse à agir. Et alors il lui donne quand même un nom, hein, il va l'appeler conatus. Conatus, ça vient du latin conor, qui signifie effort, appétit, hein. Et on peut entendre là quelque chose, hein, qui est en germe de... Enfin, on peut faire des ponts avec ce qui sera ensuite la pulsion, hein, dans la psychanalyse. Et ce conatus, ça renvoie à ceci. Alors, chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Voilà. Donc, le conatus, c'est à la fois une puissance d'agir, mais également la puissance de pâtir. Donc, on peut faire des liens comme ça avec la question de la pulsion de vie ou de la pulsion de mort, hein. Voilà, et pour Spinoza, ça c'est intéressant, donc l'être et l'appétit, hein, ce conatus, échappent à notre volonté. Voilà, donc ça c'est pour la conscience. Alors je reviens, hein, je remonte encore un petit peu dans le temps, donc je reviens à Descartes. Alors Descartes, comme tel, il n'a pas vraiment parlé de conscience, mais c'est lui qui va fonder le sujet moderne. Donc je me suis dit que c'était important d'en parler. Et donc, c'est plutôt pour lui une philosophie de la volonté qui va être éclairée par l'entendement, hein. Je vous rappelle que Descartes, lui, ce qu'il recherche, c'est une certitude. Et pour cela, il va élever le doute au rang de méthode, c'est-à-dire qu'il va tout mettre en doute, il va tout questionner pour justement essayer de trouver une certitude qui ne peut pas être délogée, hein. Mais bon, il n'utilise pas le terme de conscientia, hein, il parle de cogitatio, hein, et donc qui renvoie plutôt à la pensée. Alors, Descartes aussi va instaurer un dualisme net, hein, en opposant le corps qu'il appelle l'étendu et l'âme. Alors, c'est une rupture qui, depuis Descartes d'ailleurs, amène toujours la question de leur union.
à travers tout un tas de questionnements, même dans, je veux dire, la question psychosomatique, hein, c'est quelque chose qui pose la question de l'union, même si à l'époque, d'ailleurs, c'était parfaitement inenvisageable. Hein. Le corps pouvait influencer la pensée, mais pas le contraire. Hein. Alors, sans la nommer conscience, Descartes pointe quand même ceci. Là, je le cite. Il parle d'une aperception immédiate dont je suis à la fois le sujet et l'objet, impliquant donc une dimension de réflexivité qui fait que l'idée que j'ai est aussi l'idée de l'idée et que toute pensée est une pensée consciente. Bon, bah là, il est en train d'introduire, lui, la réflexivité. Hein, je pense que je suis en train de penser. Voilà. Descartes va donc faire du jeu de l'ego une pensée par le recours à la réflexivité. Voilà. Donc l'ego que Descartes va instaurer, c'est un ego radical, puisqu'il est distinct de la chose étendue, hein, du corps, voilà. Et c'est un je pense, le je pense donc je suis de Descartes, c'est un je pense qui est absolu, puisqu'il est coupé de tout complément d'objet. Hein. Il n'est pas en train de penser à quelque chose. Voilà, c'est juste je pense donc je suis. Donc cette radicalité de la formule, elle va permettre à Descartes de récupérer un Dieu vérace, c'est-à-dire un Dieu qui ne trompe pas, hein, puisque lui, il met tout en doute. Donc il évacue le Dieu trompeur. Hein, c'est vraiment le point de départ de la réflexion de Descartes. Donc il fait de Dieu un être tout-puissant, qui ne peut pas mentir parce que ça l'amoindrirait, qui ne va pas jouer des tours, qui ne peut pas faire de surprises, qui ne va pas réclamer des sacrifices, etc. Donc il peut tout tellement il est puissant. Donc ça le rend silencieux. Et à cet égard, on reconnaît que le Dieu de Descartes, c'est un petit peu le Dieu de la science. Hein, c'est un Dieu qui ne vient pas embêter le scientifique ou le chercheur, voilà, dans son travail. Voilà, c'est un peu un Dieu qui vous fiche la paix. Bon. L'intérêt pour l'intériorité va croître après les apports de Descartes, même si la conscience en tant que substance immatérielle et indivisible ne peut pas faire l'objet de description. Hein, c'est encore un petit peu trop tôt. Alors, pour cela, il va falloir attendre l'empiriste et sensualiste John Locke pour que la conscience puisse être substantifiée. Donc, pour John Locke, nos idées vont exister grâce à nos sens. Hein. C'est un empiriste, donc on peut accéder au monde par le biais de nos sens. Voilà. Il ne nous trompe pas. Hein. Je vous rappelle très brièvement la distinction entre les empiristes, l'empirisme d'un côté et le rationalisme de l'autre. Hein. Donc les empiristes, c'était Aristote. Hein. Donc pour lui, le monde, on a accès au monde, on a accès à la réalité parce que nos sens, la vue, le toucher, voilà, enfin, nos sens ne nous trompent pas, donc on peut décrire la réalité. Contrairement aux rationalistes, hein, dont Platon est l'un des représentants avec son allégorie de la caverne, où on voit bien, là on est un petit peu dans Matrix. Hein. Voilà, si le monde qui nous entoure, on est dans la matrice, le monde voilà, ne relève pas, n'est pas réel. Hein, et pour y accéder, il faut suivre le petit lapin ou sortir de la grotte. Bon. Voilà, je replace juste un petit peu ces deux courants de pensée. Donc, John Locke, c'est un empiriste. Et concernant l'identité, donc il déclare ceci: puisque la conscience accompagne toujours la pensée, et que c'est là ce qui fait que chacun est ce qu'il nomme soi-même, et par où il se distingue de toute autre chose pensante, c'est aussi en cela seul que consiste l'identité personnelle, ou ce qui fait qu'un être raisonnable est toujours le même.
Donc, il y a la question de la conscience de soi, mais aussi de la continuité dans cette conscience de soi. Donc Locke, lui, il va introduire une dimension temporelle, hein, une certaine continuité d'identité en se rapportant notamment aux actions et aux pensées passées. D'accord ? Donc l'identité, d'une certaine façon, se déduit des actions passées. Donc l'identité repose sur la continuité temporelle de la conscience, et c'est donc à la mémoire qu'il appartient d'assurer cette continuité. Hein. Et il nous dit bien que seule la conscience peut d'ailleurs unir des existences éloignées au sein de la même personne. Donc il admet bien sûr une diversité. Voilà, c'est l'unité qui va permettre l'identité. La continuité qui est donc assurée par la mémoire va donner une certaine substantification à la conscience. Hein. Et d'ailleurs, les théories aujourd'hui cognitivistes ou neuroscientifiques se développeront aussi sur la base de cette philosophie qui est propre à John Locke, hein, en tant qu'il y a une incarnation, voilà, de la conscience. Alors, Hume, qui arrive un petit peu après, Locke va critiquer sa position, et il demande à Locke, mais qu'est-ce qui se passe en cas d'oubli? Voilà, effectivement. Hume nous dit ceci, là je le cite, « Quand je rentre dans ce que j'appelle le plus intime de moi-même, je tombe toujours sur l'une ou l'autre des perceptions. Je n'attrape jamais le soi sans la perception, et je n'observe rien d'autre que la perception. » Alors par perception, on peut entendre le souvenir passé. Hein. Et enfin, le souvenir passé, moi j'ai un peu entendu comme ça, même si pour Hume, le soi, la perception, ça renvoie au fait de sentir et au fait de penser, hein, donc la représentation. Et donc le soi se dissout dans la perception. Donc pour Hume, le soi n'a pas d'existence propre en lui-même, hein, puisqu'il est toujours référé aux perceptions. C'est pas inintéressant, puisque on voit bien comment, par exemple, avec des patients qui peuvent se poser des questions identitaires sur le genre, on voit bien comment, quand ces questions identitaires émergent, eh bien, comment elles peuvent réorganiser tous les souvenirs passés. Voilà, ça va solliciter, comme ça, le patient va associer sur d'autres souvenirs, sur d'autres choses qui étaient un peu passées sous silence, qui tout à coup vont prendre une coloration particulière. Bon, et du coup, le soi bouge. Hein. Bon, alors maintenant, la phénoménologie. Donc c'est avec Husserl, hein, à l'orée du XXe siècle, que la phénoménologie naît avant tout comme un mouvement de pensée qui s'attache à décrire ce qui apparaît en tant qu'il apparaît. Alors c'est toujours des formulations un peu sibyllines comme ça, donc s'attache à décrire ce qui apparaît en tant qu'il apparaît. Je reviendrai là-dessus. Hein. Donc la phénoménologie, elle invite à être conscient de la chose elle-même en tant qu'elle apparaît. Sur le plan étymologique, hein, ça vient du grec phénoménon, ce qui se montre, et logos, le discours. Hein. Donc c'est un terme qui apparaît d'abord dans un ouvrage de Jean-Henri Lambert qui est intitulé « Doctrine de l'apparence ». Le terme va être repris ensuite par Kant et par Hegel, qui va publier en 1734 la célèbre phénoménologie de l'esprit. Donc dans cet ouvrage, Hegel qui est quand même un ultra idéaliste. Alors l'idéalisme, qu'est-ce que c'est? C'est quand on suppose que la réalité, c'est d'abord une idée. Voilà. Donc après, ça pose la question de ce que c'est que la réalité, mais c'est d'abord une idée. Et donc, Hegel expose le développement progressif de la conscience qui va de la sensation
jusqu'au savoir absolu. Donc il y a d'abord la sensation, ensuite l'idée, et puis après le savoir absolu. Bon. Différentes étapes. Donc Hegel, c'est un anti-dualiste, hein, donc il a toujours cherché à réunir la sensation d'un côté et l'idée de l'autre. Donc pour lui, le concept, c'est un modèle idéal grâce auquel le sujet peut avoir une image du réel et donc mieux le comprendre. C'est donc pour lui une idée authentiquement idéaliste qui n'est pas trompeuse et qui rend bien compte de la réalité effective. Donc là, on voit bien que les choses sont beaucoup moins clivées qu'elles ne pouvaient l'être entre les empiristes d'un côté et les rationalistes de l'autre. Puisque il y a différentes étapes, on peut quand même se fier à nos sens vont permettre la naissance d'une idée, et cette idée, elle rend compte de la réalité effective. Hein. Bon, donc la phénoménologie, quand même, interroge l'existence toujours d'un monde réel, voilà, d'une réalité qui serait extérieure à l'homme. Bon, je reprends un petit peu le contexte de Husserl, pardon. Donc, quand il construit un petit peu sa théorie, le positivisme et le psychologisme sont triomphants. Hein. Tous deux sont convaincus que l'esprit humain peut être réduit à un certain nombre de lois comme celles régissant le monde de la nature. Donc pour le positivisme, eh bien, on a accès à la réalité objective, c'est-à-dire que l'être humain vient dans un monde qui est déjà là, qui le précède, et l'être humain n'a qu'à se pencher sur le monde qui l'entoure, les animaux, les cailloux, les plantes, voilà, pour y accéder. Voilà. Il n'est pas trompé ni par ses sens, ni par ses idées. Voilà. Et Husserl, voilà un double danger, hein, celui de voir la philosophie disparaître, ce qui pourra advenir notamment à travers la question de la philosophie analytique, voilà, et celui de se tourner vers un certain relativisme en refusant d'accorder à la vérité un caractère absolu. Donc, le projet de Husserl, c'est de faire de la philosophie qui est menacée de disparition une science rigoureuse en réhabilitant le vécu sans pour autant renoncer à la rationalité. Donc, c'est remettre quand même la question du vécu et de l'expérience au centre. Hein. Donc, pour cela, il préconise un retour aux choses mêmes. Voilà. Donc, pour lui, avant toute tentative d'explication, il faut d'abord décrire les objets tels qu'ils apparaissent. C'est-à-dire la façon dont quelque chose se donne à la conscience, la façon dont elle apparaît pour vous. Voilà. Imaginons que vous roulez au volant de votre Batmobile, vous êtes attentif aux passants, aux paysages, et vous avez à l'esprit toute une foule d'idées, de pensées qui vous traversent. Peut-être même que ces pensées vous rendent inattentif à votre environnement. Dans une telle situation, qu'est-ce que c'est qu'avoir une attitude phénoménologique? Eh bien, ce serait d'être attentif à la façon dont les pensées apparaissent, la façon dont elles se présentent. L'attitude phénoménologique vous invite donc à réfléchir sur votre expérience subjective. Comment vos idées se succèdent et comment elles se présentent. Hein. On est quand même, je pense que la phénoménologie est plus proche, c'est le courant philosophique le plus proche de ce qu'est la psychanalyse. Hein, de vous amener à réfléchir sur la façon dont les pensées surgissent, pourquoi est-ce qu'elles sont là, dans quelle succession, enfin, voilà. Inviter à la réflexivité. Hein. Et ce qui va être important aussi comme concept pour Husserl, donc c'est celui d'intentionnalité. C'est-à-dire l'intention qu'il y a à réfléchir aussi sur ses propres pensées. Hein, et la façon dont on oriente les choses. Donc la phénoménologie introduit donc à une conscience de l'expérience vécue.
Donc, toute phénoménologie est une phénoménologie de la perception. Hein. C'est donc la conscience qui constitue le sens du monde qui nous entoure. Autrement dit, l'essence du monde, parce que c'est toujours la même question, est-ce que, est-ce que cette conscience qu'on a de soi et du monde qui nous entoure, est-ce que c'est vraiment le monde ou pas, hein, c'est toute la question que pose un peu la philosophie. Et là, donc, l'essence du monde n'est pas séparable de l'acte de conscience qui la vise. Donc, dans la phénoménologie, elle nous dit bien il y a un peu une dimension totalisante, parce que forcément, dans toutes les sciences, l'homme est au centre. C'est lui qui invente les sciences, c'est lui qui les construit, c'est lui qui construit les concepts. Donc, forcément, vous ne pouvez pas contourner l'homme quand on pense les sciences. Bien évidemment, le positivisme, lui, c'est vraiment le courant contraire, enfin opposé à cela. Il dit que justement, dans les sciences, la première chose qu'il faut contourner, c'est l'homme. Parce que lui, il peut, c'est un biais. Voilà, c'est un biais pour accéder à la réalité du monde. Bon. Mais bon, quand même, la phénoménologie, elle ne conduit pas forcément au relativisme et au solipsisme, parce qu'après, on pourrait se dire, bon, bah d'accord, si la réalité du monde, finalement, on n'y a pas vraiment accès, c'est forcément quelque chose qu'on s'est construit, on pourrait voir comme ça les êtres humains, chaque être humain, comme étant dans sa petite bulle et puis se déplacer dans son monde sans n'entrer jamais en contact avec qui que ce soit, parce que c'est ça aussi. Hein, il y aurait une conscience, une réalité. Hein. Après, qu'est-ce qui permet quand même aux êtres humains d'entrer en contact les uns avec les autres et puis de construire aussi une culture commune, voilà, et d'avoir quand même des points de rencontre. Hein. Et là, Husserl parle de autrui avec un grand A majuscule, et pour lui, autrui tient une place fondamentale dans sa théorie, parce que autrui peut avoir un point de vue qui va être différent du mien, mais ce point de vue complète en fait ma vision du monde. Voilà, il vient l'enrichir. Hein. Et donc, pour lui, l'intersubjectivité, c'est ce partage, voilà, qui va permettre de construire une culture commune, une culture artistique, une culture scientifique. Enfin, bon, voilà. Bon, voilà, je n'irai pas plus loin sur la phénoménologie. Je raconte d'autres choses, mais voilà, vous pourrez vous référer au texte. Je vois le temps qui court et je suis très en retard. Bon. Je vous cause très rapidement de Martin Heidegger. Bon, Heidegger va remettre la question de l'être au centre de la philosophie. Quand il s'y intéresse, la notion d'être était vraiment plus que moribonde dans la philosophie. Nietzsche en parlait comme d'un concept creux. Voilà. Wittgenstein, lui, il en fait une simple catégorie lexicale, hein, qui n'a aucune réalité, donc bon, l'être était franchement malmené. Et Heidegger, lui, nous explique que la notion d'être, c'est une notion centrale dans toute la philosophie occidentale, même si à chaque fois, la philosophie occidentale contourne cette notion-là. Donc, il remet un petit peu la question de l'être au centre. Et il va distinguer l'être là, ce qu'il appelle le Dasein, de l'être. Alors, il y a trois notions un petit peu à avoir en tête. Il y a la question de l'être, la question de l'être là, du Dasein, et la question de l'étant. Voilà, chez Heidegger. Donc, pour Heidegger, il y a. C'est tout. Voilà, et il n'y a rien au-delà. Voilà, c'est il y a. Hein. L'être ne doit pas être confondu avec ce qu'il appelle l'étant. Voilà. La fleur, par exemple, c'est un étang. L'université, c'est un étang. Le stylo, c'est un étang. Enfin bon, bref.
Le monde est couvert d'étangs, hein, il les appelle comme ça. Les étangs sont en perpétuelle évolution et il nous dit que parmi tous les étangs qu'il y a dans le monde, eh bien, il y en a un qui se projette dans le temps et qui a conscience de son essence, c'est l'homme. Voilà. Donc, effectivement, la rose, hein, à la différence de l'homme, elle n'a pas de pourquoi. Enfin, elle ne s'interroge pas, voilà, sur son être, hein, sur qu'est-ce que je fais ici. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien, hein, pour reprendre un petit peu la mythe. Donc, cette ouverture à l'être à partir, enfin depuis les temps, voilà, hein, qui est spécifique à l'être humain, c'est ce que Heidegger va appeler le Dasein. Donc le Dasein, c'est l'être là, hein, ça désigne l'existence humaine en tant que présence et ouverture au monde. Donc c'est une présence intentionnelle, mais c'est pas au sens de l'intention de Husserl, hein. C'est plutôt une existence située, voilà, être là. Bon. Voilà, alors il nous dit que il peut y avoir des situations, il va s'interroger sur les situations qui sont plus ou moins favorables au questionnement de l'être. Et par exemple, l'angoisse, c'est une situation qui va ébranler la question du Dasein, hein, de l'être là. Bien sûr, il pose la question de la mort. Hein. Puisque l'être humain s'interroge forcément, s'inscrit forcément dans la temporalité, il peut songer à ce qui n'est pas et à ce qui n'est plus. Hein. Et pour Heidegger, eh bien, face à la mort, chez l'homme, il y a une fuite, hein, comme ça, dans une vie qui serait inauthentique. Bon, je ne vais pas aller plus loin sur la question de la philosophie. Voilà, je vous renvoie un petit peu au texte. Alors, le soi. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'Hartmann. Alors, le soi, pour construire sa théorie, donc Cohut va s'appuyer sur Freud, hein, mais également sur l'ego-psychologie. Alors, pour reprendre quelques notions voilà, sur l'ego-psychologie, je reviens rapidement. Hein. Je vous rappelle qu'il y a eu une intervention, je crois que c'était l'an passé, où j'en ai un petit peu parlé, donc je vous renvoie au texte que vous pouvez retrouver sur le site du séminaire, hein, sur l'ego-psychologie. Donc, le premier auteur à distinguer le soi du moi, c'est Hartmann. C'est lui qui va être donc le fondateur de l'ego-psychologie, qu'on traduit par psychologie du moi. Alors, comment Hartmann distingue le soi du moi? En fait, c'est à la lecture du texte Le moi et le ça, où il va remplacer un petit peu le terme moi par le mot soi. Voilà. Et il va justifier cet acte en soulignant notamment l'ambiguïté qu'il y a dans l'usage du terme moi que fait Freud, c'est-à-dire que ça désigne à la fois l'instance, mais aussi la personnalité entière. Et il va distinguer les deux, et il va employer le terme moi pour désigner l'instance, alors que le soi va désigner la personnalité entière. Alors, je vous rappelle que le moi, pour Hartmann, il va en faire une définition, enfin, un petit peu particulière. Hein. C'est-à-dire que il va en faire vraiment le cœur de l'ego-psychologie. Hein. Il nous dit que voilà, la psychanalyse par le passé s'intéressait au ça et aux pulsions, c'est un champ restreint et maintenant il faut se tourner vers le moi. Bon, vous m'excuserez, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, je n'irai pas répondre, mais je ne sais pas de qui il s'agit. Bon. Alors,
Voilà, alors il introduit une certaine rupture épistémologique, hein, Hartmann, quand il fait ça. Parce qu'en fait, il explique qu'il ne faut plus s'intéresser au conflit entre les instances, mais plutôt au moi en tant qu'il est aconflictuel. Donc, il va chercher à construire une certaine unité du moi, et donc la psychanalyse doit dorénavant s'intéresser aux activités qui sont aconflictuelles chez le sujet, qui relèvent du moi, comme la perception, l'intention, le langage, la conception des objets, la productivité, la préhension, enfin bref, voilà. Et donc, il faut s'intéresser à la sphère du moi libre de conflit. Voilà. Donc, il s'éloigne indéniablement de la conception un peu freudienne d'un moi qui est quand même dans le texte Le moi et le ça. Hein, le moi de Freud, il n'est pas très consistant, il est divisé, il n'est pas unifiant, il n'est pas homogène. Bon. Avec toutes ces identifications secondaires, et en majorité, il est inconscient. Donc là, Hartmann déplace un petit peu les lignes. Et puis, l'autre chose, c'est que aussi, Hartmann va proposer une définition un petit peu différente d'un point de vue psychogénétique, hein, dans la construction du moi. Pour Freud, vous savez, au début, c'est le ça et ensuite le moi qui se développe, alors que pour Hartmann, il y a plutôt un noyau comme ça, indifférencié. Hein, et ensuite vont pouvoir parallèlement se développer le ça et le moi. Voilà. Hein, donc là aussi, il y a un écart, on va dire, théorique. Bon, je vais revenir quand même sur les différentes étapes. Hein, donc, initialement, voilà, Hartmann nous dit le noyau psychique indifférencié comprend la partie instinctuelle qui devient progressivement pulsion. Donc, on voit bien comment il tire les choses du côté là, de la naturalisation de l'homme, hein, qui progressivement va devenir pulsion. Donc, en devenant pulsion, la visée adaptative de l'instinct est perdue, même si certains éléments du ça poursuivent la conservation de l'individu. Donc là, on voit bien comment il s'appuie sur la première théorie des pulsions de Freud, hein, qui est une théorie vitaliste, qui oppose les pulsions d'autoconservation et les pulsions du moi. Donc les pulsions du moi visent à la défense de l'individu, hein, voilà, au maintien en vie de l'individu, alors que les pulsions d'autoconservation, c'est la conservation de l'espèce, donc quelque chose d'extrêmement vitaliste et vraiment calqué un peu sur le modèle animal. Hein. Voilà. Donc les différentes étapes, hein, il nous dit, sont les suivantes pour Hartmann. Première étape, il y a une distinction entre le soi et le monde qui l'entoure. Donc là, on est vraiment du côté d'une position plutôt positiviste, qui n'advient que lorsque l'enfant fait l'expérience de la privation. Tant que la gratification est présente, il n'y a pas de distinction, soit objet. Donc pour Hartmann, l'objet, il est bien d'origine extérieure, hein, mais il est perçu par l'enfant comme le sien. Ça qui est, on va dire, ça suit la théorie freudienne, hein, puisque pour Freud, le tout premier objet de l'enfant, c'est un objet qui lui appartient. D'accord ? Mais là où il y a un écart avec la théorie freudienne, c'est que pour Hartmann, cet objet, c'est un objet qui est extérieur, voilà, alors que pour Freud, c'est un objet psychique qui est créé par le sujet. Hein, ça n'est pas un objet qui vient de l'extérieur, c'est un objet psychique qui est créé par le sujet. Et ensuite, cet objet-là, Freud nous dit, donc c'est dans le texte La dénégation, hein, il nous dit que pour attester qu'est-ce que c'est que la réalité pour l'être humain, eh bien, c'est de retrouver dans la réalité cet objet-là, mais cet objet qu'il a créé. Voilà, retrouver son existence. Hein.
Donc là, on voit bien sur le plan épistémologique comment les choses un petit peu se positionnent, hein, là où se situe la rupture, on va dire. Donc le deuxième temps, donc ça c'est le premier temps. Deuxième temps, pour Hartmann, la privation donc n'est pas une condition suffisante pour que s'établisse la distinction entre soi et l'objet, et il va falloir y adjoindre la distribution de l'énergie psychique. Donc l'objet extérieur, même lorsqu'il n'est pas distingué du soi, est investi sur le plan narcissique. Lorsqu'il est distingué du soi, l'investissement narcissique perdure. Voilà. Et donc l'investissement narcissique primaire s'est alors transformé en investissement d'objet. Donc, il y a, là, on voit comment les lignes un petit peu bougent parce que si jusque-là, il y avait quand même c'est-à-dire que l'investissement d'objets et l'investissement narcissique s'excluaient d'une certaine façon chez les post-freudiens, eh bien, là, c'est pas, bien sûr, et pour introduire le narcissisme, on voit bien chez Freud que la distinction n'est pas aussi nette. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un objet qui est investi, un objet qui serait un objet d'amour, voilà, qui serait investi à la fois libidinalement en tant qu'objet extérieur au sujet, mais aussi sur le plan narcissique. Hein. Alors, la self-psychology. Maintenant, je passe tout de suite à Kohut. Bon, je passe sur la biographie que vous retrouverez dans le texte. Bon, le contexte, il faut bien comprendre que la question du narcissisme, c'était une question importante parce que au regard du transfert, on supposait, enfin en tous les cas Freud supposait que les psychonévroses narcissiques, qu'on appellerait plutôt les psychoses aujourd'hui, on ne pouvait pas les traiter parce que justement, elles s'opposaient aux psychonévroses de transfert, qu'on appelle les névroses aujourd'hui, parce que justement, il ne pouvait pas y avoir d'investissement libidinal du psy. Voilà. Donc, sans investissement libidinal du psy, il ne peut pas y avoir de travail possible. Hein. Si la libido revient sur le moi, si la libido est narcissique, il ne peut pas y avoir de travail psy. Donc, pour Freud, il n'y avait pas de cure possible avec les psychonévroses narcissiques. Hein. Bon. Donc, là, ça c'est un petit peu, je pense qu'il faut avoir conscience de ces racines-là, parce que là, justement, où Kohut va aussi venir bousculer un petit peu les choses, c'est de supposer que même avec des patients narcissiques, eh ben, on peut travailler. Hein. Ce qu'aujourd'hui, on sait. Même si, je reviendrai un petit peu là-dessus, mais pour Kohut, il y a aussi une différence entre la psychose, les personnalités narcissiques et la névrose. Hein. Bon, alors, Kohut va reprendre l'idée du soi qui est propre à Hartmann. Hein. Il récupère ça dans l'ego psychology et il se l'approprie. Et bon, il va quand même, alors il reprend certaines choses, c'est-à-dire que il reprend cette notion de self, qui va par ailleurs être largement diffusée par Winnicott, hein, même s'il en fait encore une autre définition. Mais Kohut va refuser la notion d'adaptation qui est chère à l'ego psychology, hein, puisque l'ego psychology va porter beaucoup sur la question du travail du moi, aussi, le moi en tant qu'il est adapté à l'environnement. Hein. Et il va préférer Kohut va préférer la notion d'intériorisation, qui va permettre une certaine indépendance du moi à l'égard de l'environnement. Et Kohut se méfie des notions de santé et des notions de normalité. Hein. Donc il reprend certaines notions de l'ego psychology, mais il y a quand même aussi sa propre position. Bon.
Alors, il reprend cette notion du soi, et puis pour lui, pour Cohut, hein, la seconde topique, le moi, le ça, le surmoi, ce sont des instances qui sont extrêmement abstraites. Voilà. Alors que le soi, c'est un concept qui convient mieux à l'observation directe et qui correspond finalement à la description que le sujet va faire de lui-même. Hein. Bon, ça c'est sûr que c'est en contradiction, et ça c'est un truc aussi chez Cohut, c'est-à-dire qu'il ne soulève pas forcément les contradictions avec ce que Freud raconte, parce qu'il se revendique de Freud, sauf qu'il y a des choses qu'il avance qui ne collent pas avec ce que Freud dit. Mais bon. Notamment, Freud, dans la description qu'il fait du moi, dans le moi, le ça et le surmoi, le sujet peut tout à fait se décrire hein, par l'intermédiaire des identifications secondaires. Il dit bien, Freud, que dans le moi, on relève voilà, toutes les histoires amoureuses que le sujet a pu avoir, et toutes les identifications secondaires qui ont eu lieu suite aux différents partenaires que le sujet a eu. Eh bien, on en retrouve des traits spécifiques dans le moi des sujets. Voilà, c'est quelque chose qui se repère. Voilà. Avant la rencontre avec tel ou tel partenaire, vous détestiez telle ou telle chose, et puis depuis, vous adorez ça. Enfin bon. Voilà, donc il dit bien que quand même, on retrouve ces traits-là dans le moi. Bon. Alors, Cohut va déplier deux... on sépare habituellement chez lui alors, ce qui est appelé la psychologie du self restreinte et la psychologie du self généralisé. Je vais surtout déplier la psychologie du self restreinte, puisque la psychologie du self généralisé adviendra en 1977. Il va mourir 4 ans plus tard. Bon voilà, il va étendre en fait dans la psychologie du self généralisé, il va étendre un petit peu sa théorie, mais je la développerai moins. Donc, dans la psychologie du self-restreinte, Cohut cherche à dépasser un problème du narcissisme et du transfert afin qu'un travail puisse se faire avec les patients narcissiques. Ça va être vraiment l'une des avancées majeures de Cohut, voilà, de permettre le recours à l'analyse, là où jusque-là, on l'a considéré comme étant impossible. Hein, puisque les patients n'étaient pas en mesure de faire les patients narcissiques n'étaient pas en mesure de faire des transferts. Donc là, il y a vraiment l'accollement de ces deux termes. À l'époque, un transfert narcissique, ça n'allait pas du tout de soi. Hein. Voilà. Donc ça, il y a quand même une petite révolution là. Voilà. Mais pour Cohut, il faut laisser les transferts narcissiques se déplier. Et les patients peuvent bénéficier donc de la même écoute et du même traitement que les autres. Et il va faire notamment de l'empathie un de ces axes de travail les plus importants. Alors ça va être lors du travail avec une patiente qui va être interpellée, alors un peu à la comme Freud a connu avec l'injonction de Emmy von Haen qui lui demandait de l'écouter. Là en fait il travaillait avec une patiente qui ne tolérait pas qu'il puisse interpréter ses propos. C'est-à-dire que les seules relances qu'il pouvait lui faire, c'était des reprises mot à mot, vraiment, de ce qu'elle disait. Et donc, il a fini par s'y tenir. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Et puis, il a regardé un petit peu ce qui advenait, ce qui se passait. Et il note quand même hein, que pour la patiente, quelque part, il tient une fonction impersonnelle, hein, puisque voilà, il renvoie ce qu'elle lui dit mot à mot. Et donc, il nous dit que l'analyste est alors vécu comme une extension du soi, c'est-à-dire un self-objet pour le self. Alors, ça aussi, c'est une de ses originalités, parce que le self-objet, enfin, voilà, habituellement, c'est plutôt deux termes qui s'excluent dans le champ analytique. Il y a l'objet d'un côté, le soi de l'autre. Et en même temps, c'est extrêmement intéressant parce que cette notion de self-objet, ça vient faire sauter, on pourrait avoir comme ça... et en ça, il a été assez moderne, hein, assez... voilà,
Cohutin, même si c'est bien évidemment inspiré aussi de Mélanie Klein, enfin dans ses positions, mais c'est-à-dire que on pourrait voir le sujet comme un sac, comme ça, voilà, qui se promène avec un intérieur et un extérieur, et là, il vient faire exploser aussi cette limite-là, avec cette notion de self-objet. Hein. Voilà. Cette question de l'intériorité et de l'extériorité du sujet. Donc, voilà. Alors, donc, il revoit un petit peu la notion de narcissisme, parce que finalement, ce n'est pas tant ce qui va être visé par l'investissement libidinal, que ce soit le soi ou l'objet, c'est pas ça qui va permettre de qualifier l'investissement de narcissique ou pas. Hein, c'est pas ça. Mais c'est plutôt la relation d'objet en tant que telle. Hein, plutôt que ce qui va être visé par la libido, la qualité de la relation. Hein. Donc, Anna Freud, elle va faire ce commentaire-là. Hein. Elle dit, dans ces cas de pathologie narcissique, le patient se sert de l'analyste non pour ressusciter des pulsions dirigées vers l'objet, mais pour l'inclure dans un travail libidinal, c'est-à-dire narcissique, auquel il se trouve soit régressé, soit fixé. Donc ce qui compte, c'est de comprendre que le phénomène ne se produit pas en investissant l'analyste de libido objectale. Voilà, donc en fait, l'analyste va être investi, mais d'une libido qui est narcissique. Voilà. Alors, il va accorder une certaine responsabilité quand même aux parents. Hein, et notamment à la mère, et voilà, à ce qu'elle peut renvoyer un petit peu à l'enfant, hein, par rapport au self. Je reviendrai là-dessus. Mais voilà, quand l'enfant vient, comment dire, suppléer au narcissisme défaillant de la mère, ou quand l'enfant n'est pas perçu comme un tout aussi par la mère. Voilà, bon, tout cela, ça va engendrer des problèmes dans le développement du narcissisme de l'enfant. Hein. Donc, d'un point de vue psychogénétique, hein, au début, il y a le narcissisme et l'amour d'objet. Pour Cohut, ça forme une unité. Et ensuite, ça se divise, voilà, ça se sépare, et ça va se développer un petit peu de façon parallèle. Et donc, l'équilibre du narcissisme primaire va être perturbé. Alors, dans tous les cas, ça faut bien comprendre, c'est-à-dire que pour Cohut, contrairement à ce qu'on peut observer chez Hartmann d'ailleurs, dans tous les cas, il y a des carences maternelles qui vont se présenter. Donc, il y aura forcément des déficits sur le plan narcissique. C'est un impératif même. Hein, voilà. C'est même une nécessité pour qu'il y ait une structure qui puisse s'établir. Mais après, voilà, les carences maternelles peuvent être plus ou moins importantes. Hein. C'est comme ça qu'on va pouvoir identifier les personnalités narcissiques. Donc, de fait, il y a des carences maternelles et l'enfant cherche alors à restaurer la perfection narcissique initiale. Donc, d'ailleurs, n'explique pas l'origine vraiment de cette perfection narcissique initiale. Hein. Mais cette restauration, elle va se faire par deux processus psychiques. Le premier, c'est la formation d'une image grandiose de soi, donc le soi ou le self grandiose. Hein. Et autre mécanisme, le fait d'attribuer la perfection narcissique perdue à un self-objet transitionnel. Donc un objet qui va être admiré et tout puissant. Cet objet là correspond habituellement à une imago parentale idéalisée. Hein. Ça peut être aussi bien le saint d'ailleurs que le père oedipien pour Cohut.
Là, il ne fait pas de distinction. Et voilà, il dit que cet imago parental idéalisé, ben, plus tard, ça deviendra les idéaux, les valeurs du sujet. Hein. Mais pour ça, il faut que cet imago parental idéalisé puisse être intériorisé et permettre donc la construction de l'idéal du moi, la construction du surmoi. Bon. Si il y a donc non seulement une empathie suffisante de la part des parents, mais également des déceptions et des frustrations optimales. Hein. Donc ça reste pour lui un point voilà, important dans la construction du sujet. Il faut qu'il y ait de la frustration. Voilà. Donc, voilà, hein, donc deux aspects importants, hein, le self grandiose et le self objet transitionnel ou le self objet, hein, il lui donnera plus souvent ce nom, qui correspond voilà, à l'imago parental idéalisé. Ces deux étapes du développement normal, voilà, elles vont faire référence à deux types de transferts. Et donc, il va y avoir les transferts idéalisants qui proviennent de la mobilisation thérapeutique, donc de l'imago parental idéalisé, hein, qui bien évidemment, bah, celui qui va prendre cette place-là dans la cure analytique, ça va être l'analyste, hein, évidemment, et les transferts en miroir qui vont provenir de la mobilisation du soi grandiose. Donc, la personnalité narcissique, par quoi elle va se caractériser? Donc, il y aura une apathie, un malaise, une vulnérabilité narcissique et des symptômes diffus. Le sujet peut présenter des défenses narcissiques, comme la rage, l'hypocondrie ou le passage à l'acte. Il nous dit aussi qu'il présente un manque d'humour et d'empathie, les relations à autrui sont floues, les patients peuvent être susceptibles, se montrer méprisants et à d'autres instants être froids, embarrassés, honteux et se sentir inférieurs, du fait de la présence d'un soi grandiose. Donc, ils présentent des fortes modulations de l'estime de soi et sont sujets à la dépression lorsqu'on leur demande, lorsque leur demande d'attention ne reçoit pas de réponse. Voilà, lorsqu'ils sont déçus dans leur demande d'attention. Donc, la présence de l'imago parental idéalisé se traduit par un besoin de fusion à l'objet perçu comme tout-puissant. L'angoisse qui prévaut n'est donc pas une angoisse de castration, qui renvoie à la névrose, hein, mais c'est une angoisse de l'intrusion avec une peur de perte de soi, hein, une certaine menace d'aliénation et une peur de perdre le contact avec la réalité. Donc, voilà, chez le patient narcissique, lors d'une rupture, la passivité est convertie en activité, c'est-à-dire qu'il va y avoir un renversement pulsionnel qui va se mettre au service du narcissisme. Bon, je reviendrai là-dessus avec une ou deux vignettes cliniques. Bon, alors dans la psychologie du self généralisée, je ne vais pas m'étendre. Là, Cohut va généraliser sa théorie du self. Alors, là, autrement dit, pour lui, le self-objet ne se limite plus à l'expérience infantile, hein, mais ça couvre toute l'expérience narcissique, puisque initialement, pour lui, les deux étapes que je vous ai décrites, ce sont des étapes qui adviennent lors de la période préverbale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation, l'enfant est hors langage, hein, lors de ces étapes. Et c'est que plus tard, dans l'expérience, que certains événements ultérieurs, comme ça, vont pouvoir être raccrochés à ces premières expériences narcissiques. Hein. Mais là, quand il passe en 1977 à la psychologie du self généralisé, eh bien, la question narcissique supplante complètement la question de la castration. Hein, c'est-à-dire que ce qui est sur le devant de la scène, c'est le narcissisme, c'est
la menace de désintégration du self. Et cette angoisse-là, elle est plus importante, plus fondamentale en tous les cas, que l'angoisse de castration. Hein. Et les transferts narcissiques, il va les rebaptiser également dans cette psychologie du self généralisée. Il les appelle les transferts self-objet et pour finalement indiquer que dans tout transfert, il y a une dimension narcissique. Voilà. Donc, on voit bien que là, enfin, sur la fin de sa théorie, même si Cohut défend la théorie analytique classique, la théorie du self généralisé est en rupture avec la théorie freudienne. Hein. Donc, alors, on m'indique qu'il va falloir penser aux questions. Je vais quand même... oui, alors je vous disais qu'il était en rupture avec la théorie freudienne, puisque finalement, le conflit structurel freudien devient insuffisant pour rendre compte de la vulnérabilité narcissique préstructurale. Donc, je terminerai juste quand même, plein de choses à dire, mais je terminerai sur le transfert idéalisant. Donc, les deux types de transferts, donc pour lui, ces deux types de transferts, on les repère dans les états transitoires. Hein, on ne peut pas les cerner lorsque le patient est en état d'équilibre entre ces deux transferts. C'est forcément lorsqu'il y a des états transitoires qu'on va les repérer. Donc, le transfert idéalisant mobilise un objet tout-puissant, une imago parentale idéalisée, et il prend la forme d'un « tu es parfait et je fais partie de toi ». Il comporte plusieurs degrés qui vont de la fusion archaïque à un idéal plus évolué. Et le transfert en miroir, lui, sollicite plutôt le soi grandiose autour d'un sujet, de cette affirmation, là, je suis parfait et j'ai besoin de toi pour le confirmer. Donc, le premier niveau se traduit plutôt par un transfert fusionnel où l'analyste est vécu comme une extension de soi et en découle le contrôle omnipotent de l'analyste. Le deuxième niveau, c'est un transfert jumelage ou alter ego où l'autre est vécu comme semblable à soi. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve en tous les cas des tonalités assez fortes avec le transitivisme qu'on repère dans la théorie lacanienne concernant la psychose. Il y a évidemment des ponts à faire dans tous les cas selon les orientations théoriques des uns et des autres. La définition de ce que serait une personnalité narcissique envoyée chez un lacanien, il serait face à une définition de psychose ordinaire. On voit bien dans les constructions, dans les témoignages cliniques qui sont rapportés, comment finalement chaque auteur peut observer des choses assez similaires, mais en déduire, en apporter, en élaborer des constructions théoriques un petit peu distinctes. Bon, je vais voir plein de choses, je vais m'arrêter, il faut penser aux questions. Donc, juste une ou deux remarques. Il y a le soi de Cohut est en partie phénoménologique, effectivement, puisqu'il est à la fois conscient et inconscient. Et quand même, ce qu'on repère aussi, c'est que l'inconscient de Cohut n'a pas grand-chose à voir avec l'inconscient freudien. Il n'est pas dynamique. Il n'y a pas de processus primaire comme le déplacement et la condensation chez Freud. C'est un inconscient qui l'est surtout par sa qualité. Mais sinon, comme tel, voilà,
il est relativement passif, cet inconscient-là. Ce qui est intéressant donc aussi, c'est voilà le fait que Kohut lève un petit peu cette limite entre le soi et le non-soi, hein, d'une certaine façon, à travers cette notion de self-objet transitionnel. Hein. Même si, bon, ça soulève là aussi les différents points de convergence et de divergence, hein, des orientations épistémologiques, voilà, des uns et des autres. Bon, je vais m'arrêter là. Il y aura, alors dans le document écrit, il y a toutes les réactions contre-transférentielles de l'analyste. Et il y a également des vignettes cliniques qui viennent illustrer. Là, j'ai pas eu le temps d'en causer, mais voilà, vous pourrez retrouver ça dans le texte. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions. Merci Barbara pour cette intervention. Tu fais vraiment le tour de la manière qu'ont les philosophes et les psychanalystes de s'interroger sur la conscience, sur le soi. Et en même temps, on voit pour les psychanalystes combien cette interrogation et ces constructions vont transformer la manière de concevoir un traitement et une approche du traitement pour les patients que l'on rencontre. Alors, on voit bien là dans ce que tu amènes, comment cette démarche est laborieuse et complexe, et puis que ce que en tire chacun, c'est très propre à chaque auteur. Dans ce que tu as amené aussi par rapport aux sciences cognitives, on se dit finalement c'est quand même beaucoup plus simple de se baser sur une approche neurologique, parce qu'au fond il y a moins de questions. Bon, je me fais l'avocat du diable. Oui, parce que ça dépend. Il y a des constructions théoriques cognitivistes qui sont extrêmement complexes, enfin, voilà, qui atteignent un certain degré de complexité. Mais je parlais plutôt de la neurologie, c'est-à-dire celle qui se baserait sur le fait qu'il n'y ait pas un sujet psychique en tant que tel qui se construit, comme tu l'as bien signalé, dans la philosophie et par la psychanalyse, on voit bien que le sujet se construit de par son appréhension du monde. Et que chaque appréhension du monde, elle est propre à chacun aussi. De même qu'au fond, la manière dont les auteurs là, que tu as cités essayent d'élaborer une compréhension du psychisme. Alors que si on est sur un axe neurologique, on se dit au fond que c'est uniquement le cerveau et les défauts de communication, de connexion entre les neurones qui fait qu'on a une perception du monde différente. Alors effectivement, ça peut... Oui, enfin, s'il y a cette idée-là, c'est sûr que là où va être le point de rupture, on va dire, ça entraîne une certaine déresponsabilisation du sujet. Hein. Ça, je crois que c'est effectivement la position différente. D'ailleurs, on l'a bien vu avec toutes les théories, même qui ont vu le jour autour des gènes, et comment, dans les discours sociétaux, finalement, s'il y avait telle ou telle chose, eh bien, ce n'était pas de la responsabilité du sujet, mais de ses gènes ou de son fonctionnement cérébral. Alors justement, ce que tu dis là va un peu dans le sens de ma question. Ce que je disais, ça paraît plus simple de voir l'être humain comme finalement un défaut de connexion, un défaut sur le plan métabolique, etc. Parce que ça déresponsabilise le sujet.
Alors, au fond, quel est l'intérêt à le responsabiliser? Je crois que c'est... Je vais pas répondre à ta question d'abord, parce que je pense à autre chose, mais je crois que d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, parce qu'aujourd'hui, les gens présentent... moi, ça m'avait beaucoup surpris, je ne sais pas, il y a un moment, je m'étais fait la remarque... parce que les étudiants, il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient me voir à la fac en expliquant, oui madame, j'ai tel dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, enfin bon, bref. Voilà, c'est-à-dire que les gens venaient présenter quelque chose de leur manque avec une telle facilité que des fois ça me déconcertait. Enfin, c'est-à-dire si auparavant on pouvait se cacher un petit peu de ces choses-là, là c'était plus le cas. Mais effectivement, parce qu'il n'y a plus de responsabilité. Alors, c'est ça aussi, ça permet en tous les cas cette chose-là. C'est-à-dire que comme il n'y a plus de responsabilité, bon bah oui, ça relève du corps, ça relève du corps et pas du sujet. Le corps est imparfait, il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, on le voit même, j'ai lu ça encore dans des articles assez récents, hein, où des médecins viennent à considérer l'inutilité de tel ou tel organe, c'est-à-dire qu'on pourrait l'enlever, quoi. Enfin, ça sert à rien. C'est quand même assez surprenant cette vision comme ça du corps. Ce que tu dis, j'entends presque le corps absout le sujet. C'est encore mieux que l'absolution religieuse, en fait. Ouais, il y a peut-être quelque chose un peu comme ça. Mais, ouais, ça. Quelque chose un peu comme ça. Enfin, ça, c'est l'effet. Je ne sais plus quelle était vraiment ta question, mais c'est un peu l'effet. Mais j'ai pas vraiment eu, ça je tiens à le dire quand même parce que je suis un peu frustrée là. J'aurais dû chanter complètement toute la partie sur la philo, mais qu'en fait il m'a demandé tellement de temps que je voulais pas y renoncer, mais parce qu'il y a dans le texte, il faudra aller voir, hein, j'explique très concrètement comment Cohut nous donne les indications sur comment l'analyste doit se comporter face à un soi grandiose, face à un self-objet idéalisant. Voilà. Et il explique, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne faut surtout pas contrecarrer le patient dans le soi grandiose. C'est-à-dire que l'analyste n'est pas là pour chercher à le ramener à une certaine réalité. Parce qu'il y a quand même une réalité hein, pour Cohut. Voilà. Mais il prend bien conscience qu'il ne faut pas le chercher à le ramener à ce qu'il appelle le moi réalité, qui lui serait plus conforme à la réalité que le soi, qui peut être grandiose. Voilà. Il ne faut pas le chercher à l'y ramener pour que justement le clivage entre le soi grandiose et le moi réalité puisse s'atténuer. Donc il y a aussi chez Cohut, ça je le redis parce que c'est un truc que j'ai pas eu le temps de le mentionner, mais il y a aussi chez Cohut comme fin le fait de lever la division. Voilà, le fait de lever une certaine division. Voilà. Bon, je vais ajouter ça. Bien, bon, on va peut-être ouvrir aux questions que ceux qui participent auraient peut-être envie de poser. Alors, est-ce qu'il y aura des questions à poser à Barbara ? Pour le moment, il n'y en a pas. Alors, si je peux poser une question, mais c'est dans la continuité hein, de ce que t'amène Barbara sur la question de la division. Si j'ai bien saisi, en fait, la grande différence entre l'ego-psychologie et la self-psychologie, on est plutôt sur quelque chose qui vise
enfin, qui est sur un versant presque éducatif et normatif, sur une certaine conception de ce qu'il faudrait être, voilà. Alors qu'on est plutôt sur quelque chose du côté de la réparation, du côté du positionnement du psychanalyste dans la self-psychologie. Et cette réparation-là, ça viserait justement à essayer de réparer, alors peut-être aussi quelque chose de ce que tu annonces, de réparer quelque chose du côté de cette division-là. Oui, effectivement, la perspective éducative qu'on pouvait avoir dans l'ego psychology, on ne la retrouve pas dans la self-psychology. Cohut le dit d'ailleurs, hein, très explicitement, sauf... Alors, j'ai noté dans le texte, mais j'ai plus le contexte, mais sauf dans des cas vraiment de déformation du moi. Donc, il n'est pas du côté du soi, mais de déformation du moi, c'est-à-dire quand il y aurait une perte du moi réalité, c'est-à-dire que on sent que quand même le concept de réalité objective, c'est un truc, il lâche pas prise avec ça. Voilà, il lâche pas prise avec ça. Et c'est aussi une suggestion que va faire Kernberg. Quand la déformation du moi est trop importante, eh bien là, on peut avoir recours à des méthodes éducatives. Voilà. Mais sinon, pour Hartmann, non. Alors c'est sûr qu'il y a quand même parfois un peu une espèce de contradiction. Enfin, je pense qu'il doit être pris et en même temps, il a essuyé, pardon, pas Hartmann, mais Cohut. Il y a une espèce de contradiction un petit peu parce que il amène quand même ces concepts intéressants de self-objet, voilà, qui viennent faire sauter un petit peu la limite soi, non soi, enfin extérieur, intériorité du sujet. Et en même temps, il est aux prises avec quand même les courants de pensée dominants de la psychanalyse de l'époque, où il y a quand même une réalité objective qui est là, qui est en dehors du sujet, voilà. Et à laquelle il faut essayer de raccrocher le sujet. Enfin, Cohut, il a essuyé quand même des critiques assez sévères hein, de sa théorie, et il n'a pas, comment dire, oui, il a pas eu d'écho hein, en France, hein, en Europe. La self-psychology, l'ego psychology un peu plus, mais la self-psychology, il n'y a pas eu d'écho hein, en Europe. Hein. C'est resté, quand même resté aux États-Unis. Alors, il y a une question de Pierre Savonito. Oui, bonjour. 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 Je voulais poser une question justement par rapport à cette frontière entre, comme ça, quelque chose qui serait un investissement libidinal et objectal, qui serait un petit peu plus flou. Qu'est-ce que ça change en fait dans sa conception du traitement, par exemple? Alors, eh bien, ça le pousse justement à ne pas être dans la position de celui qui vient rectifier quelque chose. C'est-à-dire qu'il se laisse, il dit bien à un moment, ah bah oui, pour le patient, l'analyste ou le psy va incarner le self-objet grandiose. Voilà. Donc, le patient va commencer à énoncer tout un tas de qualités. Enfin, on va idéaliser complètement l'analyste et il dit qu'il ne faut pas contrecarrer ça. Il ne faut pas que ça effraie non plus l'analyste. Il faut le laisser aller sur ce terrain-là pour qu'ensuite, il soit déçu. Parce que forcément, ça va arriver. Voilà. Donc, voilà, en ce sens, il ne cherche pas à aller contre les investissements libidinaux, narcissiques quoi, du patient. Bon, je décris un peu plus précisément et aussi les différentes positions de l'analyste en fonction des types de transferts. Même si là aussi, il nous dit, bah oui, alors que ce soit un transfert en miroir ou un transfert idéalisant, donc il renvoie soit au self grandiose, soit à ce self-objet idéalisé. Il dit que souvent on a du mal quand même à la distinguer, parce que ça pose toujours cette même question de qu'est-ce qui relèverait de la libido narcissique ou de la libido d'objet. Hein.
ça pose cette même question, voilà, de l'extériorité et de l'intériorité, enfin vraiment de quelle est l'épistémologie qu'on met derrière. Est-ce que la construction de la réalité, est-ce que l'homme est en dehors de la construction de cet objet, ou bien est-ce que c'est l'objet qui vient à lui, quoi? Ou est-ce que c'est lui qui le construit? Enfin, et ensuite, comment est-ce qu'il investit ça? Je ne sais pas si c'est clair, mais... Si, ça répond à ma question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, oui. Juste un commentaire, parce que tu disais que c'était un peu long que tu aurais dû réduire le passage philosophique, alors que moi, je crois qu'au contraire, c'était très important de l'introduire. Parce que je ne l'avais pas saisi à la lecture, et quand tu l'as décrit là, quand tu as développé ton travail, on perçoit bien l'opposition qu'il y a entre ce que tu as rappelé le positivisme et le rationalisme. Et moi, je me posais la question par rapport aux travaux de Cohut, s'il ne cherche pas justement, avec ce self-objet, s'il n'est pas sur un littoral entre justement ce qui permet de soit être dans le positivisme, c'est-à-dire la réalité qui est objective et qui serait là, qui précéderait le sujet, soit le rationalisme, c'est-à-dire comment on se représente le monde. Moi, je l'ai perçu comme ça sur la question du self-objet, c'est-à-dire comment cet objet il est alors soit intégré, soit produit par le sujet lui-même. Voilà, c'était. Ouais. J'ai fait un petit schéma. Je vais quand même le présenter. J'avais fait ça avant, mais voilà. Si on pouvait présenter un peu les choses comme ça. Je ne sais pas si... voilà, ça c'est pour Hartmann. Hein, s'il y avait le sujet, et puis qu'en dehors, il y a la réalité qui est extérieure. L'objet est un objet qui vient de l'extérieur. Et ensuite, voilà, qui peut être... voilà. Se détacher, voilà, du soi, même s'il appartient, même si en premier lieu, il appartient au sujet. Chez Freud, c'est plutôt ça. D'accord, il y a le sujet, il y a la réalité extérieure, ensuite il y a un objet qui est produit, et c'est un objet que lui crée. Et ensuite, cette création-là c'est ce qui va construire la réalité pour le sujet. Mais on voit bien que finalement, ce qui est en orange, il n'y a pas accès, quoi. Il n'y a pas accès. Bon, certainement pour ça que Lacan a appelé ça le réel. Puisque lui, il est dans cette position-là. Mais je crois qu'il faudrait en fait qu'on puisse approfondir les choses, parce que là, ça part quand même dans beaucoup de sens, parce que, voilà, cette intervention-là. Mais... parce qu'effectivement, alors lui, Hartmann, il est assez droit dans ses chaussures, parce que il est plutôt d'un côté positiviste plus dur, alors que Cohut, lui, on voit bien qu'il est tiraillé très clairement entre les deux. Et je pense qu'il faudrait aussi reprendre Mélanie Klein de ce côté. Hein, avec ces deux épistémologies-là, parce que elle aussi, d'ailleurs, c'est quelque chose qui lui a été beaucoup reproché, voilà, de concevoir un sujet qui, dès le départ, vient au monde et des objets sont présents. Voilà, des objets sont déjà là. Oui, bon. L'environnement. Bah oui, l'environnement, l'extérieur, enfin alors... Alors en même temps, c'est introjecté, c'est projeté, mais le tout premier objet, d'où est-ce qu'il vient? Enfin, voilà. C'est de l'extérieur ou ça vient du sujet? Voilà. Ça pose quand même un peu cette question-là. Mais... Bien, je crois qu'il est l'heure de passer à la deuxième séquence.
la partie clinique. Merci Barbara pour cette magnifique intervention.